Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Amani TV. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour un autre entretien sur Amani TV. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec M. Siley Gorbalsi. Il est le président de la coalition nationale pour l'éducation pour tous au Sénégal, mais il se bat pour l'éducation, pour tous les sujets en tout cas en lien avec l'éducation. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Monsieur Si, bonjour. Bonjour, M. Bott. Bienvenue à Amani TV. On va parler, je le disais, de l'éducation, puisque c'est justement le secteur sur lequel vous évoluez. On parlera de l'éducation au Sénégal, où vous êtes basé, en tout cas, l'organisation est basée. On parlera également plus globalement de l'éducation en Afrique. Mais déjà, pour commencer avec l'actualité, c'est l'introduction de l'anglais au niveau du cursus depuis déjà le primaire. Donc je le disais avec l'introduction de l'anglais depuis le primaire. Déjà, quelle est votre lecture par rapport à cette réforme sur le contenu des enseignements au niveau du primaire? Oui, notre point de vue en tant que, comme vous le savez aussi, la coalition est une organisation fêtière active en éducation qui est présente à travers tout le pays. À travers ses antennes, mais aussi ses points focaux départementaux et régionaux. Mais aussi nous avons quand même des connexions en Afrique et à travers le monde, des organisations internationales, comme nous travaillons avec des organisations internationales comme l'UNESCO. Et en Afrique aussi, nous sommes membres des réseaux très importants qui dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du développement d'une manière générale. C'est dans ce cadre qu'au Sénégal, nous donnons notre point de vue sur tout ce qui touche le secteur de l'éducation. Dans les crises scolaires, dans la médiation, dans le développement, dans l'introduction de l'anglais, comme vous venez de le citer, et même l'introduction des langues nationales à l'école, et beaucoup d'initiatives, d'innovation dans le secteur, nous donnons notre point de vue. C'est pour cela que vous avez parlé tout à l'heure de l'introduction de l'anglais à l'école. Pour nous, c'est très important parce que, comme vous le savez, l'anglais est une langue incontournable à travers le monde. Et que si on arrive auparavant, les élèves commençaient à apprendre l'anglais à partir des moyens secondaires, au niveau des collèges. Mais maintenant, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Éducation nationale, qui définit et met en œuvre les politiques éducatives du pays, a pris l'initiative à partir de cette année d'introduire cette langue au niveau du système élémentaire et même du préscolaire. Et c'est dans ce cadre que nous, en tant qu'organisation fêtière, nous avons vraiment salué cette initiative, mais nous disons quand même qu'il faut des préalables. Il faut aller vers des concertations plus larges pour une implication inclusive de tous les acteurs pour qu'on puisse quand même, pour ne pas avoir quand même des surprises dans la mise en place, dans la mise en œuvre de cette importante activité dans le secteur. Alors, vous avez donc juste des recommandations concernant peut-être l'implication qu'il faudrait faire, n'est-ce pas, notamment par rapport aux autres acteurs, mais on parle également des langues locales, des langues nationales. Et il y a des critiques souvent émises par rapport aux écoles sénégalaises. Il y en a qui disent qu'on a des écoles au Sénégal, mais pas forcément des écoles sénégalaises. Et par rapport à l'introduction justement de ces langues nationales, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, comme nous l'avons dit à travers l'anglais, il faut quand même qu'il y ait une implication plus inclusive de tous les acteurs de l'éducation. Et nous avons bon espoir aussi qu'avec l'actuel ministre de l'Éducation, qui depuis son arrivée, M. Moustapha Mamba Guirassy, au niveau de ce département, quand même il est en train de rencontrer tous les acteurs et de demander leur point de vue sur les questions comme l'introduction de l'anglais, les daras, au niveau des daras, etc. Mais aussi l'introduction des langues nationales à l'école. Parce que nous pensons que l'introduction des langues, depuis des années, cette question est agitée. Mais jusqu'à présent, nous pensons que c'est très timide. Il y a quand même un manque de volonté politique. Je pense que les gens doivent aller vers vraiment cette introduction et que aucun pays dans ce monde-là ne s'est développé à travers une langue étrangère. Et c'est pourquoi nous pensons que même pour cette introduction des langues, il y a des acteurs terrain qui étaient là, les alphabétiseurs, des gens qui étaient dans l'alphabétisation, dans nos langues nationales, qui ont vraiment une grande expertise dans ce domaine, que vraiment que ces acteurs-là soient bien impliqués pour vraiment une mise en œuvre
politique d'introduction des langues à l'école. Alors, vous l'avez dit en début d'émission par rapport à la Coalition nationale de l'éducation pour tous. Vous existez depuis 2003, mais au début, vous aviez quand même un combat par rapport justement au plan national d'action pour l'éducation pour tous, dont vous vouliez assurer le suivi. Aujourd'hui, 2003-2024, bientôt 2025, où en sommes-nous avec ce plan? Oui, parce que au niveau national, comme je l'ai dit tantôt, la coalition est une organisation d'envergure nationale, voire même africaine et internationale. Au niveau national, quand même, nous nous impliquons dans toutes les activités éducatives. Au niveau, je peux citer par exemple les assises nationales de l'éducation qui sont tenues en 2014. La coalition a joué un rôle activement un jour très actif dans ces assises-là. Il y a les concertations nationales sur l'enseignement supérieur. Parce que la coalition aussi, c'est du préscolaire au supérieur, en passant par le moyen secondaire, général, l'alphabétisation, les langues nationales, donc tout ce qui, la formation professionnelle, tout ce qui est sous le secteur de l'éducation. Donc la coalition intègre ces activités là-dedans. Et donc j'ai parlé des assises, il y a aussi la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur où nous avons joué un rôle. Et comme notre rôle, nous en tant que structure de la société agricole, c'est de faire des plaidoyers. Nous avons eu à faire des plaidoyers à l'Assemblée nationale, devant les députés, avec des enfants, pour que ces enfants exclus soient intégrés dans le système éducatif sénégalais. Nous avons pu le faire. Et ensuite, dans le cadre même de ce plaidoyer, on avait des caravanes sur la scolarisation des filles à l'école, avec par exemple des artistes comme El Hadj Baba Mal. Nous avons quitté par exemple Ndioum jusqu'à Podor pour faire sensibiliser sur les parents, parce que nous avions constaté que ce département-là, il y avait par exemple les filles n'allaient pas à l'école, beaucoup de filles n'allaient pas à l'école. On a sensibilisé pour que les parents laissent leurs filles aller à l'école, ou bien quand elles vont à l'école, elles ne vont pas rester. Le problème de maintien des filles à l'école. Et donc on a fait faire ce plaidoyer. Ça c'est au niveau national. Et maintenant, vous avez parlé de plan d'action, donc toutes ces activités. Et la formation des enseignants aussi. Parce que nous trouvons là où il y a par exemple des manquements par rapport à la politique éducative de l'État. Nous essayons d'apporter notre contribution là-bas, comme la formation des enseignants sur l'éducation inclusive avec des enfants porteurs de handicap, où beaucoup d'enseignants ne savaient pas par exemple enseigner ces modules-là dans leur classe. Quand il y a un enfant handicapé dans la classe, etc., en général, on a tendance à l'isoler, à ne pas l'intégrer dans la classe. Et nous avons proposé des formations dans des enseignants à l'intérieur du pays, à Kolda et dans beaucoup de régions, pour que ces enseignants-là soient formés dans l'éducation inclusive. L'alphabétisation et l'éducation, nous allons parler des langues nationales, nos langues. Le budget, peut-être on va y revenir, le budget de l'éducation nationale. Nous avons presque l'année dernière, les années passées, peut-être 900 milliards qui sont injectés dans le secteur de l'éducation. Et dans ces 900 milliards, vous n'avez même pas 9 milliards, etc., 1% de ce budget qui est affecté à l'alpha. Donc il y a un très faible budget de l'éducation nationale qui est affecté à l'alpha. Alors que nous avions participé à des rencontres à Bamako, où des chefs d'État sont même engagés, depuis le président Abdoulaye Wade, sont engagés à mettre au moins 3% de leur budget à l'éducation. Donc, d'après nos informations avec l'ANSD, les sources de l'ANSD, jusqu'à présent, on n'a même pas 1% du budget de l'éducation affecté à l'alphabétisation au Sénégal. Donc, donc là nous jouons vraiment un rôle de plaidoyer, d'enforcement, de formation des enseignants, etc. Et là aussi, actuellement, alors je vous parle avec des Canadiens, des partenaires canadiens, nous sommes en train aussi de former, parce qu'il y a un problème, pour avoir des enseignants de qualité, il faut vraiment renforcer leur capacité. Il y a une formation initiale qu'ils ont au niveau des écoles de formation, comme l'école normale supérieure, l'école des instituteurs, etc. Mais il faut une formation continue avec le monde, le numérique et tout ça. Il faut que les enseignants vraiment de temps en temps soient formés. Alors vous avez parlé tout à l'heure de budget. On parlera justement du budget pour 2025 qui a été voté, qui en tout cas est passé au niveau de l'Assemblée nationale. On parle d'une augmentation de 7,2% par rapport à l'année précédente. Selon vous, quelles sont les priorités, en tout cas pour lesquelles vous avez parlé de l'alphabétisation qui souffre d'allocution budgétaire, mais quelles sont les priorités, selon vous, en tant que membre de ce secteur, qui doivent vraiment mobiliser l'attention du ministre, l'attention en tout cas des autorités de façon générale? Très bien. Donc l'attention des autorités, il y a aussi le recrutement des enseignants. Avant de les former, il faut un recrutement en nombre insuffisant. C'est pas le dernier conseil, l'avant-dernier conseil des ministres. Le président de la République même a donné des instructions fermes pour un recrutement
pour les 3 années à venir, 2025, 2026 et 2027, un recrutement important d'enseignants. Donc c'est dans le Conseil des ministres qu'il l'a dit. Et ensuite de faire tout pour résorber les abris provisoires. Parce que jusqu'à présent, il y a dans certaines régions, surtout les régions du sud-est, Kédougou, Kolda, etc., il y a beaucoup d'abris provisoires. Et dans ces conditions-là, et on a constaté aussi que c'est dans ces régions-là qu'il pleut le plus tôt possible au Sénégal. Et à partir du mois de mai, mois d'avril, etc., mais il y a la pluie là-bas. Et quand il y a la pluie, on ne peut plus enseigner dans ces abris provisoires-là. Vous voyez? Et il faut aussi attendre vers le mois d'octobre pour encore refaire ces abris provisoires. Et dans ces abris-là où il y a le vent, il y a des positions d'insécurité, les élèves et les enseignants ne sont pas en sécurité. Donc c'est un problème et on ne peut pas parler de qualité. Éducation pour tous, de qualité, nous on dit éducation pour tous, mais de qualité de l'éducation avec ces abris provisoires. Donc dans le budget, je pense que le gouvernement va mettre des moyens, non seulement pour recruter des enseignants en nombre suffisant, parce que le président lui-même l'a dit en Conseil des ministres, et ensuite, ces abris provisoires-là, essayer quand même de les résorber. Donc je pense que c'est très important. Et ça, c'est au niveau des formels. Mais pour le non formel, l'alphabétisation et des langues nationales, là aussi, vraiment, il faut un budget consistant pour pouvoir vraiment développer nos langues, former les femmes, et encore avec des activités génératrices de revenus, et du coup, lutter contre la pauvreté. Parce que les centres d'alphabétisation, pour la plupart, ce sont des centres qui sont fréquentés par des femmes adultes. Et ces femmes-là, pouvant à côté de l'alphabétisation, lire, écrire, calculer, développer des activités pour génératrices de revenus pour lutter contre la pauvreté. Alors, les abris provisoires, on va s'en arrêter un peu. C'est quand même des efforts, en tout cas des annonces importantes ont été faites depuis, en tout cas plusieurs ministres sont passés, mais jusqu'à présent c'est un problème qui persiste. Selon vous, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quand on dit que bon, il faut allouer le budget, c'est quelque chose, mais concrètement, que faut-il faire pour en finir définitivement? Oui, pour en finir, comme vous l'avez dit, c'est de passer des paroles aux actes. Et que je l'ai dit, parce que ça dépend en général des personnes qui gèrent le secteur. Et j'avoue que, bon, c'est pas pour dresser de l'erreur, parce que nous, on n'a pas cette habitude-là. Quand notre ministre, l'actuel ministre, vraiment, il est dans de très bonnes dispositions pour quand même que l'éducation puisse développer l'éducation avec un partenariat dynamique avec l'ensemble des acteurs. Et je pense que quand il développe qu'il continue ce partenariat-là, qu'il a déjà enclenché, ça permettrait quand même de résoudre certains problèmes du secteur, comme les abris provisoires. Et même aussi les enseignants. Parce qu'il faut qu'on respecte aussi les protocoles qui sont signés avec les enseignants. Nous aussi, nous sommes dans le comité de dialogue social, secteur de l'éducation du Sénégal. Et nous sommes même membres du comité de suivi des accords signés avec le gouvernement, entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, le 26 février 2022. 26 février 2022. Et on était là et on a mis en place ce jour-là un comité de suivi des accords pour que le gouvernement... Le fait de signer des accords, c'est une chose, mais le fait aussi de les respecter, c'est une autre chose. Donc je pense qu'il faut quand même aller vers le respect strict des accords. Et là, c'est la semaine dernière qu'on a eu à faire une réunion autour du ministre de la fonction publique qui coordonne ce comité de suivi-là avec le ministre de l'Éducation nationale et les organisations syndicales du G7. Nous, on était membres, moi j'étais présent à cette rencontre. C'est pour voir qu'est-ce que l'État a pu faire dans le cadre de ces accords. Mais jusqu'à présent, il y a un problème qui est là, c'est le problème des décisionnaires. Et là, même aujourd'hui, pas plus qu'aujourd'hui, j'ai entendu un secrétaire général de syndicat dire qu'ils vont déposer dès la semaine prochaine, dès cette semaine, un préavis de grève. Donc pour que vraiment amener l'État à respecter ses engagements. Nous, en tant que... Parce que tout le monde sait aussi le rôle qu'on a eu à jouer pour que l'État puisse signer ces protocoles avec les syndicats. Donc c'est pourquoi nous allons continuer aussi à faire un plaidoyer pour vraiment que ce protocole-là vraiment soit respecté entre le gouvernement et les organisations syndicales enseignantes. Alors justement, vous avez parlé des syndicats, les grèves également, c'est des problèmes qui reviennent. Vous avez parlé tantôt du respect des engagements, mais à ce niveau, êtes-vous optimiste qu'il y aura peut-être une amélioration par rapport à toutes les séries, à toute une série de revendications? Est-ce que réellement vous pensez que c'est quand même possible de satisfaire ça en un temps record? Oui, c'est ce que nous demandons aux nouvelles autorités. Parce que le gouvernement sortant, quand même, il faut le dire, avait fait beaucoup d'efforts dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Ils avaient augmenté vraiment sensiblement les salaires des enseignants. Nous, on était là. On a vu vraiment qu'il y avait une augmentation sensible des enseignants. Et à un certain moment même, lorsque ce gouvernement-là voulait imposer et donner quand même, enlever ce qu'ils avaient donné, nous étions sortis pour dire non.
il faut respecter ce que vous avez fait et le gouvernement... des acquis. Voilà, c'est des acquis. Il y a eu des acquis avec le gouvernement sortant. Maintenant, ce qu'il faut faire avec l'actuel gouvernement, c'est de renforcer ces acquis-là, de consolider ces acquis pour que vraiment qu'il n'y ait pas de problème dans le secteur éducatif. Depuis des années, depuis presque 2 décennies, chaque année, il y a des crises récurrentes qui sont là au niveau du système éducatif sénégalais. Donc je pense que nous lançons un appel fort aux nouvelles autorités pour vraiment continuer le dialogue, un dialogue sincère et franc avec les différents protagonistes, c'est-à-dire avec les organisations syndicales, notamment les plus représentatifs, le G7. Alors, pour parler en tout cas d'un aspect beaucoup plus global de l'éducation, on sait que le Sénégal s'inscrit dans presque les dynamiques qui touchent les pays du continent, mais surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest. En tant qu'acteur, vous avez connu ces pays-là à travers les réseaux auxquels vous êtes membre avec votre organisation. Que pouvez-vous nous dire globalement de l'éducation en Afrique? Selon vous, est-ce que vraiment le paquet est mis? Est-ce qu'il y a des efforts qui sont déployés pour que l'éducation vraiment puisse jouer pleinement son rôle dans le processus pour le développement? Oui, je pense que dans ces pays-là, surtout Afrique de l'Ouest, il y a certains pays qui, il y a des années, ils venaient ici pour s'inspirer de notre expérience en matière d'alpha et d'éducation non formelle. Nous avons accueilli ici des Guinéens, des Maliens, des Nigériens qui sont venus s'inspirer de l'expérience sénégalaise en matière d'alphabétisation. Je pense que c'est du temps du ministre Mamadou Ndoye. Mamadou Ndoye qui était le ministre de l'alphabétisation, de l'éducation de base et des langues nationales. Et en ce moment, vraiment le secteur de l'alphabétisation au Sénégal était très dynamique. Et ces pays-là ont pris notre expérience et sont allés développer là-bas. Ils ont mis beaucoup de moyens. Je prends par exemple le cas du Burkina Faso, où ils ont ce qu'on appelle le FONAF, le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle. C'est des entreprises, des secteurs privés qui mettent des fonds au niveau des moyens au niveau de ce fonds pour alphabétiser. Et ils ont dépassé les 3% dont je vous parlais tout à l'heure là, qu'on demandait au pays de mettre dans le secteur de l'alphabétisation. Alors que nous, jusqu'à présent, depuis 2008, qu'on avait lancé ça, le Sénégal n'a même pas encore donné 1% de son budget de l'éducation à l'alphabétisation. Et donc, vous voyez, ils sont venus s'inspirer de notre expérience et maintenant, dans ce matière, même dans la dénomination de leur ministère, vous entendez au Burkina ou bien en Guinée, ils disent ministère de l'alphabétisation, de langue nationale, etc. Il y a l'alphabétisation dans la dénomination du ministère, le mot alphabétisation, c'est pour mettre en valeur l'alphabétisation. Mais beaucoup de personnes même ne savent même pas que actuellement le ministère l'alphabétisation est au ministère de l'Éducation nationale. Auparavant même, il y avait des années où on avait même amené l'alphabétisation au niveau de la culture. Parce que pour dire, oui, c'est les langues nationales, c'est la culture, etc., la direction de l'alphabétisation était rattachée au ministère de la Culture. C'est maintenant qu'on l'a ramené au ministère de l'Éducation nationale. Oui. Alors, et quand on parle d'éducation au XXIe siècle, on ne peut pas ne pas parler de technologie et d'innovation. À ce niveau, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le commentaire que vous avez à faire par rapport à nos pays en Afrique? C'est ça, parce que nous aussi, en fonction de nos, comme vous avez dit, notre réseautage, au niveau africain, nous partageons nos expériences avec les différents pays. C'est dans ce cadre même qu'on avait eu à accueillir ici à Dakar, au mois de septembre, une grande assemblée générale des leaders dans leur domaine d'activité. Ce n'est pas tout simplement dans le secteur de l'éducation. Donc des leaders africains dans leur domaine, mais pour les droits de l'homme, pour les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Et on a mis en place même un bureau dont nous occupons, notre coalition occupe le secrétariat général. La présidence est assurée par une Gabonaise, Madame Josiane Maten. C'est elle qui est présente de cette organisation. Et c'est la coalition du Sénégal qui a accueilli cette assemblée générale. Et il y a eu même des professeurs, des personnalités du monde du droit qui ont participé, comme le professeur Babacar Gueye, comme Madame le professeur Amsatou Sow Sidibé, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Donc, des personnalités du monde du droit ont participé à cette rencontre que la coalition a accueillie au Sénégal. Et dans ce cadre, c'est pour échanger avec des Mauritaniens, des Guinéens, etc., des autres pays, chacun dans son domaine d'activité, ce que nous sommes en train de mettre, mais pour utiliser ce que nous faisons pour les droits. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de droits de l'homme, de l'enfant, sans parler de droit à l'éducation, qui est un droit fondamental. Et comme la coalition œuvre dans le domaine de l'éducation, nous avons travaillé avec ces... Vous avez parlé tout à l'heure du numérique. Et le numérique, indépendamment de l'Afrique, parce que l'Afrique aussi, nous avons participé à des conférences sur l'éducation des adultes au Maroc, à Marrakech, avec l'UNESCO, mais aussi au niveau international, l'UNESCO Paris
travaillent beaucoup dans le domaine du numérique. Et chaque année, ils organisent ce qu'on appelle la semaine de l'apprentissage mobile. Comment intégrer ces outils technologiques-là dans l'éducation. Et nous, Coalition, chaque année, on est invité à participer à cette et présenter aussi notre expérience sur l'apprentissage mobile à travers le monde. Parce que c'est une conférence mondiale organisée par l'UNESCO, mais presque tous les pays du monde sont invités. Et les grandes structures qui travaillent dans le numérique participent aussi à cette rencontre sur le numérique. Et chaque année aussi, dans la Coalition du Sénégal et va faire une communication là-bas à travers cette conférence organisée annuellement à Paris par l'UNESCO. Et dans la foulée, une question aussi dans ce sens. On sait que souvent il y a ce manque d'infrastructures qui accueillent ces outils, en tout cas qui peuvent accueillir l'enseignement du digital, du numérique. À ce niveau, quelles sont vos recommandations par rapport à nos gouvernants pour accueillir justement ou anticiper sur les innovations qu'il faudrait faire au niveau du système éducatif? Oui, je pense qu'il y a même un projet au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui est mis en place et il y a beaucoup de partenaires qui mettent des moyens. Et ce projet-là, ça s'appelle le PROMET. PROMET pour la promotion des nouvelles technologies, avec l'enseignement des technologies. Et depuis le Covid, qu'on avait mis en place ce projet-là. C'est pour que les gens puissent rester chez eux et étudier. Maintenant, avec même les universités virtuelles, là, les Zeno, etc. Donc, je pense qu'on est en train, même au niveau de l'enseignement supérieur au Sénégal, comment développer. Je pense qu'il faut qu'il y ait une synergie d'action entre les différents ministères en charge de l'éducation. Et plus loin même, du ministère de la communication, de télécommunication et du numérique. Parce que là, je vous ai parlé tantôt de notre conférence à Paris, de conférence annuelle de l'UNESCO sur l'apprentissage. Mais chaque année, le ministère sénégalais participe à cette rencontre-là du numérique, mais pas le ministère de l'Éducation. Nous sommes invités en tant que coalition, mais l'UNESCO invite en même temps le ministère du numérique, parce que pour eux, c'est l'éducation numérique, c'est ce ministère-là qui est le premier concerné. Je pense que dans l'éducation numérique, comme vous voulez le dire, il faut des infrastructures, etc. Donc il faut quand même qu'il y ait une synergie d'action entre le ministère du numérique, de télécommunications, etc. et le ministère de l'éducation nationale, et même le ministère de l'enseignement supérieur, et même la formation professionnelle. Donc tous les ministères qui tournent autour de l'éducation, il y a quand même une synergie d'action entre ceux qui sont en train de faire dans ce domaine. Alors, et on va peut-être finir bientôt avec ça, mais le contenu de notre système éducatif, vous êtes acteur depuis des années, vous vous battez dans ce secteur-là. Il y a souvent des critiques formulées par rapport au contenu, à ce qui est enseigné. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Oui, même ça, hein, à ce qui est enseigné. Par exemple, nous, on avait même pensé à l'éducation aux valeurs. Même récemment, le président de la République même, lorsqu'il inaugurait à Thiès le statut de Lat Dior, il a même parlé de ça, de nos figures historiques. Des figures historiques comme Cheikh Ahmadou Bamba, comme par exemple El Hadj Malick Sy et d'autres. Donc vraiment, on doit enseigner leur histoire et tout ça. Donc dans les écoles et tout, comme on enseigne la colonisation et tout dans notre jamais vous ne verrez dans le contenu de l'éducation dans les pays européens, par exemple, ce qui concerne directement le Sénégal. Alors que dans nos programmes, jusqu'à présent, il y a la colonisation, le Japon, etc. On étudie l'histoire du Japon, etc. dans nos programmes. Alors que ça ne devrait pas intéresser vraiment nos élèves. Il y a des années, il y a des élèves même qui sont sortis ici qui sont sortis pour dire que vraiment ce que vous nous enseignez là, ce n'est pas du tout, ça ne nous correspond pas. Et encore vous nous donnez des cours qui vraiment nous dépassent. Oui, je peux vous donner un exemple parce que moi j'ai amené ici un enfant en France pour qu'il continue ses études là-bas. Et il devrait faire ici la 3e. Il devait faire la 3e ici au Sénégal. Dans son bulletin, on a dit redouble à classe 3 parce qu'il n'avait pas eu le BFEM. Je l'ai amené en France. Ils l'ont testé. Ils l'ont dit, bon, non seulement tu vas passer en classe supérieure, mais tu vas faire la seconde S. Wow. Oui. Donc s'il était resté au Sénégal, il allait, parce que le contenu de notre éducation, tu diras que c'est plus lourd, etc. par rapport aux autres. Et après, il est passé sans problème et il a eu son bac français. Ouais, donc parfois c'est un peu compliqué par rapport même au contenu. Je pense que le ministère est en train de travailler là-dessus avec l'inspection générale de l'éducation et de la formation pour voir avec les curricula
comment on peut adapter nos contenus dans le domaine de l'éducation et de la formation. Et justement, éducation et formation, on voit cette tendance à miser beaucoup sur la formation professionnelle par rapport, en tout cas, à la jeunesse de notre population. Vous, en tant qu'acteur, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a même la semaine dernière, il y a quelques jours, nous avons eu quand même à faire des séances de travail avec le ministère de la formation professionnelle. Notamment, il y a une direction là-bas qui s'appelle la direction de l'insertion. La direction de l'insertion au niveau du ministère de la formation professionnelle. Donc l'actuelle directrice vraiment qui est très dynamique, très ouverte, quand même a eu à se réunir avec la coalition pour voir quand même des opportunités de collaboration. Parce que la coalition aussi a eu à faire des études dans le cadre des enfants exclus du système, qui étaient dans le système, mais qui ont quitté le système. Par exemple, je peux donner l'exemple de Saint-Louis. Nous, on était à Gokhumbac, dans la langue de Barbarie, là où il y a les pêcheurs. Là. On a trouvé qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ont quitté l'école. Et nous avions demandé aux parents pourquoi. Ils disent oui, ils ont leur licence, leur master, etc., mais ils n'ont pas de travail. Donc, et c'est pourquoi on préfère qu'ils aillent aller pêcher là. Et maintenant, je pense que la plupart d'entre eux, même le reste ils sont pas avec l'immigration clandestine et tout. Mais ils disent qu'ils vont aller pêcher, avoir des poissons, on vend et on a quelque chose au moins à la maison. Mais quand on les laisse continuer les études, parce qu'il y a leurs frères qui sont là, qui sont en train de faire du thé, etc., ils n'ont pas. Donc, il faut qu'il y ait quand même une insertion de nos jeunes diplômés dans le tissu vraiment professionnel. Donc pour cela aussi, comme je le disais, il faut qu'il y ait une articulation entre ce qu'ils font, même dans le domaine de l'alphabétisation. Essayer de former comment dire encore, nos artisans, nos menuisiers, etc., qui sont de grands experts pour valider leurs acquis en leur donnant des diplômes et essayer de les insérer dans le tissu socio-professionnel. Je pense que c'est important. Très bien, merci beaucoup, M. Si. Nous sommes au terme malheureusement de cette émission. Oui. Alors l'année tire à sa fin, on vous laissera peut-être le soin de parler de l'éducation, de donner également vos vœux et puis on finira certainement par ça. Oui, c'est ça, merci beaucoup, merci vraiment de m'inviter à cette importante rencontre, cette émission. Vraiment, je vous félicite pour la qualité du travail, mais aussi pour votre télévision, vraiment pour m'avoir invité de me donner l'opportunité aussi d'échanger avec vos téléspectateurs sur ce que nous faisons dans le domaine de l'éducation et notre point de vue sur l'éducation au niveau national et international. Et que donc, comme l'année se pointe à l'horizon, en mon nom personnel, mais aussi au nom de tous les membres de la coalition Éducation pour tous du Sénégal et à l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, je souhaite une excellente année de santé, de réussite et de prospérité pour l'ensemble de votre espace. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV. Nous étions avec M. Siley Gorbalsi. Il est le président de la coalition nationale de l'éducation pour tous au Sénégal. Et il nous a parlé un peu de l'éducation, de leur vision et position par rapport à l'actualité qui concerne l'éducation au Sénégal et un peu en Afrique. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.